d'avoir venu, surtout Madame le maire. Il est où, hein? Merci d'avoir venu du Val d'Ajol et prendre la peine de faire la route. Marianne aussi, merci beaucoup, Hugo et tous les amis. Donc il y aura la projection du film, elle dure à peu près 26 minutes, c'est bien ça entre eux. Et ça sera suivi par des échanges avec le professeur, mais il y a aussi les élèves qui ont concouru à la production de ce film. Et on commence, merci. Merci, je vous souhaite, on aura le temps de discuter après, mais je vous souhaite une bonne projection pour ce film. Donc on a réalisé avec les élèves de 3e du collège Eurodérival l'an passé, donc cette année, mais en 2020-2021. Le film dure effectivement 26 minutes et à l'issue de celui-ci, on pourra à la fois échanger à propos du projet en lui-même, mais aussi évidemment de l'histoire des Goumiers de manière plus générale, et peut-être les différentes façons qu'on a de pouvoir la valoriser. Voilà, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne projection. Merci. Qu'on ignore et d'autres qu'on oublie. Chaque village en possède, chaque habitant est uni aux autres par des liens mémoriels plus ou moins visibles. Il suffit parfois d'une seule rencontre pour les révéler au grand jour et ainsi raviver la mémoire locale et collective. Quand Hugo a rencontré Marianne, il ne pouvait soupçonner que l'histoire de la résistance au Val d'Ajol unissait leurs familles respectives. Son arrière-grand-père, Jules, un Ajolais d'origine italienne, était membre de la résistance locale aux côtés de Léo, le père de Marianne. Depuis l'histoire de la résistance, le séjour insoupçonnable de troupes de soldats africains dans son village, Hugo s'apprête à découvrir le récit exceptionnel du Val d'Ajol pendant la Seconde Guerre mondiale. Poussé par le désir d'en savoir plus sur l'histoire de son arrière-grand-père, Hugo a souhaité revoir Marianne. Elle accueille dans la maison familiale, à l'endroit même où son père organisait la résistance locale pendant l'occupation. Bonjour, c'est Hugo. Je viens parler de mon grand-père pour le projet en histoire. Ah oui, d'accord, exactement. Oui, donc je faisais effectivement partie des résistants et papa, lui, dirigeait la résistance au Val d'Ajol. Donc nous avons travaillé ensemble. Hein. Et Jules a dû faire plusieurs missions, bien sûr, envoyées par papa. Hein. Donc au Val d'Ajol, il y avait quand même plus de 250 résistants hein, sur l'ensemble de la localité. Alors ces résistants étaient divisés en centaines, puis en trentaines, et ensuite en main, c'est-à-dire 5 personnes plus un chef. Voilà. Donc Jules faisait partie d'une de ces équipes. Voilà. Alors ils étaient en main parce que, bon, ils se connaissaient que par 5, 6 avec le chef, et ils ne connaissaient pas les autres personnes qui faisaient partie du groupe des résistants ou des maquisards. Donc si par malheur
ils étaient arrêtés, ils ne pouvaient pas dénoncer, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas toujours résister aux tortures. Hein. Et là, ils ne connaissaient que 5 noms. Donc, c'était une sauvegarde vis-à-vis des autres résistants. Est-ce qu'il y a des résistants qui se sont fait attraper au Val d'Ajol? Il y en a eu, bien sûr. Oui, malheureusement. Il y a eu des décès aussi. Hein. Qui ont résisté à la torture, hein, comme je te disais, qui ont été emmenés à Épinal et qui n'ont pas parlé, mais qui malheureusement sont décédés. Particulièrement Salisbury. Il y a d'ailleurs une rue au Val d'Ajol, une rue Salisbury, en montant la rue de Plombières à droite. Okay. Où papa n'aimait pas les choses brutales, ultra-militaires. Il cherchait surtout à avoir des renseignements pour éviter, bien sûr, des représailles. Parce que les Allemands, à un certain moment, surtout vers la fin de la guerre, ils sentaient que c'était la fin, bien sûr. Ils devenaient excessivement cruels même, hein, puisqu'ils brûlaient les villages. Et puis, bien sûr, quand on prend des otages, c'est toujours des gens innocents et qui sont malheureusement fusillés ou entraînés ou emmenés dans des camps de concentration. Donc papa voulait éviter au maximum ce genre de choses. Et en 1944, le groupe FFI étant créé au Val d'Ajol, papa a installé un maquis au Peutet. Le Peutet, c'est donc le col entre Remiremont et le Val d'Ajol. Alors, donc les jeunes Ajolais et de Plombières, hein. Il y avait des jeunes de Plombières aussi qui s'étaient associés à ceux du Val d'Ajol, étaient donc dans ce maquis. Ils avaient d'ailleurs une traction. Je ne sais pas si tu as vu dans les films, des fois les tractions avec FFI écrit sur les voitures. Non. Enfin, quand ils pouvaient en avoir, ils avaient donc une traction avec une bombe en dessous pour éventuellement se faire sauter la voiture s'ils étaient arrêtés. Donc là, en face du chemin qui conduisait au maquis, il y avait une petite ferme qui appartenait à la famille Simonin, appelée Mémé les Chepiat. Et Mémé les Chepiat faisait la liaison entre le Peutet et les parents. Donc il envoyait surtout les équipes pour trouver le maximum de renseignements de ce qui se passait dans le secteur. Non seulement Val d'Ajol, mais quand même un petit peu plus étendu. Et les renseignements, il les donnait à des gens, à des gens supérieurs. Oui. Voilà. Donc, papa étant photographe, il faisait beaucoup de photos d'identité et beaucoup de fausses cartes d'identité. Et ça, c'était important. Parce que pendant la guerre, quand tu pouvais changer de personnalité, si on veut, enfin d'identité, ça pouvait te sauver. Alors, il y avait un camarade qui s'appelait Rappen, qui allait chercher des évadés d'Alsace à Saint-Maurice-sur-Moselle, hein, à pied, hein, tout ça. Bon. Donc, il les amenait au Val d'Ajol. Papa leur faisait de fausses cartes d'identité et un autre camarade les emmenait en Haute-Saône, où là, d'autres résistants emmenaient ces évadés dans la zone libre. Et même parfois, quelquefois, papa, quand les Allemands arrivaient, ils sentaient bien que c'était pour ou l'arrêter, ou enfin vérifier et perquisitionner, ils mettaient quelquefois dans les photos, les pochettes de photos, des papiers qui étaient compromettants. Alors, ils disaient aux clients, ben voilà vos photos, hein, vous viendrez demain, enfin, etc. Et la personne arrivait chez elle, elle trouvait ces photos, certes, mais aussi des papiers qui étaient un petit peu compromettants, mais ils les ramenaient le lendemain à papa. Enfin, moi, je ne savais pas tout, j'ai appris beaucoup de choses après, parce qu'on ne me disait rien. Bien sûr, j'étais une gamine, hein, j'avais 4 ans au début de la guerre, donc on m'en disait, d'ailleurs, je ne savais pas.
Je l'ai su petit à petit à la fin quand même. Alors, jour et nuit, les gens venaient. Et les résistants, mes parents disaient, bon, c'est un cousin, c'est des cousins. Alors bon, bah, j'embrassais les cousins. J'avais plein de cousins à l'époque qui venaient à la maison. Mais comme ça, j'étais quitte de raconter des histoires à l'école en disant, oh, il y a un tel qui est venu, etc. Je disais, bon, on a des cousins. Tu vois, voilà, c'est une période qui s'est bien terminée. Et puis, donc, après la libération, sont venus, on a été libérés par les Américains, mais après, les gauliers, ce qu'on appelle les troupes marocaines, sont venus se reposer au Val d'Ajay. En 1944, en octobre 1944, le 20 exactement. Et évidemment, toute la population était un petit peu surprise de les voir parce qu'ils avaient un uniforme qui ne correspondait pas tout à fait aux uniformes dont on était habitué des militaires. Ils portaient une djellaba, ils avaient un turban, enfin c'était assez curieux. Et ils sont bien intégrés Oh, tout à fait, ils ont été très bien accueillis au Val d'Ajay. La population a tellement une empathie envers eux extraordinaire. Alors, ils étaient soit dans des grandes salles, soit dans les familles, dans les fermes, un peu partout. Et bon, ils se sont très bien intégrés et très bien accueillis. Donc, ça fait un ensemble bien sympathique et bien chaleureux. Mais quand ils partaient au combat, ils revenaient dans la même famille? Oui, bien sûr, oui. Alors, le Val d'Ajay était une base de repos pour les Gauliers qui partaient donc dans les Hautes-Vosges pour se battre et pour libérer bien sûr les communes voisines. Et ils revenaient du front pour se reposer au Val d'Ajay. Donc ils revenaient dans les mêmes familles. Ils étaient bien heureux de revenir et de montrer qu'ils étaient vivants. Ils ont été tellement bien accueillis que le maréchal de Lattre de Tassigny a appelé le Val d'Ajay le Petit Maroc. Ça fait tout dire. Et vous avez accueilli des goumiers? Pas dans notre maison, nous, on les a. Mon père était donc photographe et les a photographiés. Et sinon, enfin, il y en avait toujours dans la maison, du matin au soir, de toute façon. Mais ils parlaient comment On arrivait à se comprendre, plus ou moins, bien sûr, parce qu'ils parlaient marocain, mais, oui. enfin, les Tchadiens ou les Tunisiens, mais c'était surtout des Marocains. Donc ils connaissaient quelques mots de la langue française, et puis bon, on se racontait un petit peu des histoires, on disait quelques mots en arabe pour essayer de se comprendre. Alors dès qu'on commençait à dire un mot en arabe, ah toi tu connais marocain, alors ils évitaient à toute vitesse ce qu'ils avaient à dire, on ne se comprenait pas toujours. Mais alors ils ont, au fond, ils ont beaucoup souffert de la neige. C'était un hiver très froid, un hiver 44-45, et il y avait énormément de neige. Je me promenais dans les Vosges, c'était en 1996. Mon attention était attirée par un panneau indicateur à Bas-sur-le-Rue au goût marocain. Bah, tout de suite le mot goût marocain, ça a attiré mon attention. Et j'ai dit c'est quoi ça? J'étais à l'époque animateur territorial et j'accompagnais un groupe de jeunes. Et j'en ai profité, je demandais à la personne qui nous louait le chalet, je dis c'est quoi des goûts marocains? Ça m'a travaillé, j'étais un petit peu agité. Il m'a dit, tiens, il y a un mémorial qui existe à Bas-sur-le-Rue, qui est dédié à l'histoire des goûts marocains. C'était des soldats marocains de l'armée française qui ont participé à la libération de la France et à la libération de l'Europe. À partir de ce moment-là,
j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit tiens, j'ai envie de découvrir ces gens-là. Qui ils étaient, pourquoi ils sont venus là, quel était leur parcours. Et dans le cadre de notre association Alicia, donc on a commencé à faire des recherches pour connaître leur histoire. Et ils étaient très présents dans le territoire dans lequel on se trouve actuellement. Donc ils ont participé à la libération de Thiéfos, ils étaient à Cournimont avec le 6e RTM, le régiment de tirailleurs marocain, avec la division d'infanterie algérienne. Ils étaient aussi à Gérardmer, ils ont pris le haut du Fin avec le 6e RTM. Voilà un petit peu leur histoire. Je pense que M. Léodurus était quelqu'un de visionnaire. Et il a eu cette idée aussi de les prendre tous en photo. Il n'avait aucune obligation. Et donc ce sont des archives aussi privées. On voit bien les têtes, on voit les têtes de quelques jeunes soldats, goumiers. Vraiment, c'est des adolescents. Hein. Je pense qu'ils avaient 15 ans ou 16 ans, mais à l'époque, comme il n'y avait pas vraiment d'état civil, certains voulaient subvenir aux besoins de leur famille. Donc ils s'engageaient, ils disaient j'ai 17 ans, 18 ans, il suffisait qu'ils soient un petit peu costauds. Donc ils le prenaient. On voit vraiment bien leur visage. Là, il n'y a aucune ambiguïté. Ouais. Les photographies de Léo Duru sont conservées à Nancy, dans les locaux de l'association Image Est. Hugo et Marianne s'y rendent, alors qu'un projet de numérisation est sur le point d'être lancé. C'est l'occasion pour Marianne de se remémorer le passage des Goumiers, ainsi que le travail de son père. Alors, je vous montre cette plaque. Qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir? Oui. Alors évidemment, l'uniforme, entre guillemets, déjà de ce soldat, et donc une personne qui les suivait, en tenue aussi des dames marocaines. Voilà. Alors leur tenue était particulière. Hein. Nous, les enfants, on a été vraiment stupéfaits, étonnés, impressionnés par leur tenue, parce que c'était donc une djellaba, c'est-à-dire une grande robe, si on veut, avec un capuchon, et puis un ceinturon, et ils avaient pour la plupart un turban sur la tête. Et puis, avec le ceinturon, un énorme couteau qui nous impressionnait énormément. Et cet hiver a été particulièrement rude, rigoureux, il y avait énormément de neige. Oui. Et comme malheureusement, au pied, il n'avait que des sandales, où certains arrivaient à avoir des souliers, mais la plupart du temps, c'était des sandales avec des chaussettes de laine, et il souffrait énormément du froid, il avait beaucoup de pieds gelés. D'accord. Et c'est pendant cette période de repos qu'ils se faisaient photographier? Alors, ils profitaient bien sûr de leur repos. Et ils voulaient être photographiés pour la plupart en entier. D'accord. Parce qu'ils voulaient montrer à leur famille qu'ils n'étaient pas blessés. Donc, presque toutes les photos. Oui. Vous avez vu que sur certaines, on a des mentions de noms qui figurent en légende, en marge de la photographie. Ça va être une information très précieuse, peut-être pour l'identification des personnes. Absolument. Oui. C'est le nom, certainement, de ce militaire. Oui, on a à chaque fois la date, un nom qui apparaît, et puis probablement une référence, un numéro de référence d'un inventaire. Quoi. Alors, on a découvert aussi une photo qui est plus importante, qui va vous évoquer des souvenirs. C'est celle où vous étiez photographié entre deux goumiers. Oui, absolument, oui. Est-ce que ça vous évoque des souvenirs, forcément? Des souvenirs, oui, c'est ça. Oui. Je rentrais de l'école, bien entendu. Oui. Alors, j'avais bien sûr un tablier du professeur, la jupe d'une autre sœur, enfin bref. D'accord. Oui, alors ils ont bien retenu. On retrouve le costume traditionnel, absolument. Oui. Et là, on ne voit pas d'armes là.
sur cette Si, quand même ça. Ah, ben là, il a le couteau. Hein. Ça, c'est le couteau qu'on voit. Ah oui, regardez là. Ouais, ouais. On voit la lame. On verra mieux ces détails à la Mais numérisation. il y a le couteau là, faut pas Probablement. Ouais, je ne l'ai pas montré à Hugo aussi. Voilà, le couteau. Voilà. Et on a découvert une image sans doute inédite, Oui. qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent. On voit cette fois-ci 3 gommiers qui vous entourent. Vous êtes gâtés. Oui, oui. Bon. Alors, je ne me souvenais pas de la photo, vraiment. Oui. Mais je sais qu'il appelait souvent pour que je sois photographié avec eux. Et donc là, c'est à peu près la même période? Ah oui, bien sûr. Oui, tout s'est fait au même moment à peu près? Oui, ils sont restés quelques mois hein, au Val de Jaune. D'accord. Puisque le 45. ont avancé en 44, hein, 44. octobre, novembre, décembre, et ils ont dû partir quand même début 45. 45, d'accord. Puisque le front avançait en Alsace, c'était beaucoup trop loin après pour venir se reposer au Val de Jaune. D'accord. D'ailleurs, le maire du Val de Jaune à l'époque a fait une pétition et a envoyé une lettre au colonel de la Tour qui dirigeait donc cet abord pour qu'il reste encore plus longtemps au Val de Jaune. D'accord. Évidemment, ce n'était pas possible. Le verre, c'est un verre spécial pour mettre l'image dessus. C'est un verre qui est traité, oui, bien sûr. Du sel chimique, du sel d'argent, pour qu'il soit sensible à la lumière. Je ne sais pas comment dire. J'aime bien. Et le décor, alors c'est quoi? Décor d'arbre là apparemment? Alors ça, c'est Une mon toile? grand-père qui l'avait peint. D'accord. Ah bah oui, on ne voit pas ça sur la plaque, hein. C'est que à la luminisation. Donc on est dans le principe du studio avec un décor à l'arrière. Oui, que mon Décor neutre, c'est toujours le même? Oh oui, s'il n'avait pas trop. Oui, bien sûr. Mais réalisé par Armand. Ah oui, pas l'Armand. Armand, et qui est resté... Ah oui, ouais. mais oui, il avait peint également un décor avec un fond d'église, Ouais. un mariage. Ouais. Oui, oui. Oui, alors les gens étaient surpris, enfin les Maroccains, par ce meunier qui me tenait le poignet. En fait, il ne me donne pas la main, là, il me tient le poignet, et de l'autre côté, il a le couteau. C'est pas très rassurant, c'est au Alors, il se posait des questions. Et bon, Benjamin, les personnes qui étaient présentes ont dit, mais non, vous voyez, la petite fille n'a pas peur, elle a le sourire. Mais c'est sûr que... Ça prête à confusion. Absolument. Oui, j'ai pas osé vous interpeller là-dessus, de peur d'eux, Ah, non. mais effectivement... Alors moi, par non, contre, j'avais pas peur du tout. À l'époque, personne d'ailleurs. Non, vous étiez en totale confiance, bien sûr. Total, absolument. Au contraire, hein, ils nous auraient défendu. Bien sûr, oh, complètement, je pense. Ah oui, je suis un beau Baya qui m'emmenait à l'école. Il fallait pas que quelqu'un s'approche. Hein, Ni touche, oui, bien sûr. En partant à la recherche des traces de son arrière-grand-père, Hugo a remonté le fil d'une histoire inédite, réunissant pour l'éternité des soldats africains, des résistants et la population du Val d'Ajol. Mettre en lumière ces histoires, ces souvenirs et ces traces, c'est autant rendre hommage à ces hommes que se rendre soi-même actif pour sauvegarder notre mémoire collective. Ce récit n'est qu'un pan de l'histoire des Gaumiers, et chaque étape est nécessaire pour que rien ni personne ne soit oublié. C'est le devoir de chacun, pour l'honneur de tous. Rassurez-vous, cette balle qui a traversé ma tête n'a pas tué mon idée. Ce rouge qui se répand sur la terre n'est que mon aspiration à la victoire. Allez de l'avant, allez de l'avant. Moi je reste ici.
J'observe mon rêve qui se féconde sous le soleil de l'automne et qui s'enfonce dans cette lueur. Je regarde comment mon naissance s'infiltre dans cette terre. Rahimakumullah. Poème Sameh Delouche. Élève de 3e au collège Florent de Rival, je me permets de vous écrire cette lettre pour faire une requête. En effet, je voudrais vous proposer de nommer une rue du Val d'Ajol au nom des Goumiers, qui étaient des soldats marocains venus participer à la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci étaient stationnés au Val d'Ajol durant la fin de l'année 1944. Et a été hébergé chez des habitants qui ont gardé un excellent souvenir de leur cohabitation. Il ne reste aujourd'hui aucune trace de leur séjour dans notre commune. Or, il me semble qu'il représente une page importante de cette histoire locale. Et qu'il serait bon de souligner le courage de ces hommes venus au combat loin de chez eux pour la liberté. Nous resterons à votre disposition pour toute information supplémentaire. Cordialement, Hugo André et l'ensemble des 3e de première Val d'Ajol. Alors voilà, j'espère que le sujet et le film vous a plu. Donc pour information, aujourd'hui on a en présence six élèves qui ont participé à ce projet. Donc Hugo aussi qui est là, et puis tous les autres, je vous présenterai peut-être après pour ceux qui parleront. Marianne est aussi présente, hein, vous l'avez peut-être sûrement croisée, Marianne Durup. On a également la maire du Val d'Ajol qui est présente, Madame Girardin, et Monsieur Sage, ex-principal du collège Florent des Rival du Val d'Ajol et qui désormais exerce à Cornimont. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette continuité des lieux. Donc du coup, voilà, je dis quelques mots juste sur le projet et puis après on pourra peut-être passer à des questions qu'il pourrait y avoir. Donc il s'agit au départ d'une résidence artistique et culturelle qui est un projet qui émane de la DRAC du Grand Est et de l'Académie de Metz-Nancy. Un projet pour lequel j'avais donc proposé la réalisation d'un documentaire autour des traces de la Seconde Guerre mondiale, sans savoir à la base où le film se ferait. Il a été proposé à Monsieur Sage, donc au Val d'Ajol, qui a décidé d'installer la résidence dans son établissement. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler sur ce film. En parallèle à l'écriture de ce film, on a mené quelques ateliers autour de la question de la mémoire, du témoignage. C'est comme ça d'ailleurs que les élèves ont découvert à la base la toute première fois Marianne Durup, qui était venue raconter son histoire.
Et ça a été le point de départ justement de l'écriture de ce film. Donc on a vraiment co-créé le film en même temps que la résidence se déroulait. Je précise dans un contexte particulier, hein, puisque c'était entre novembre 2020 et juin 2021, donc entouré entre deux confinements qui ont parfois posé des problèmes dans le déroulement de la résidence. Mais finalement, on a réussi à aller au bout de tout ça, et le film a été présenté une première fois le 1er juillet au cinéma de Plombières-les-Bains, puisque le collège en question est bicite, il est à la fois à Plombières-les-Bains et au Val d'Ajol, et il a été présenté une seconde fois donc au Val d'Ajol le mois dernier, le 18 septembre, où il a été également bien accueilli. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle expérience de présenter à des publics différents. Ici, on n'est plus du tout dans les Vosges, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir une liaison familiale ou des liens culturels ou mémoriels qui peuvent persister. Donc moi, j'ai à cœur justement de pouvoir voir comment que le film est reçu auprès de toutes sortes de personnes et toutes sortes de publics, et voir ce qu'il peut susciter, quoi. Voilà. Donc je remercie évidemment le consul pour cette invitation, et toute l'équipe d'ailleurs du consulat qui a vraiment travaillé à fond pour mettre cet événement en place, et on est vraiment reçus dans des super conditions, c'est très bien. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions par rapport à ce film que vous venez de découvrir? Oui. Alors, je ne sais pas si on fait passer le micro ou si on parle fort, je ne sais pas. Merci, je m'appelle Abdelaziz Choukri, je suis chargé de mission auprès de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, je travaille auprès de la maire de Strasbourg et de la présidente de la collectivité. Et d'abord, je vous remercie pour ce beau témoignage. J'ai appris énormément de choses. Je ne savais pas qu'il y avait un petit Maroc dans les Vosges. Et donc, c'est assez plaisant. Je suis d'origine marocaine. Et j'aurais une question à Hugo. J'aimerais savoir s'il a obtenu une réponse de la maire à sa lettre, et si cette réponse s'est concrétisée par une rue qui serait dédiée au Goum. Quelle a été la réponse de la maire suite au courrier que vous avez adressé collectivement? La maire était très positive. Le mois dernier, comme il a dit, le 13 septembre, quand on a fait la représentation, on en a discuté, oui, on en a parlé de la rue, normalement ça pourrait se faire. Alors exactement, ça va se faire, mais ça se fera aussi sous forme de consultation citoyenne, puisqu'aujourd'hui nous avons plusieurs possibilités pour nommer une rue ou un endroit au nom des Goumiers. Simplement, on ne peut pas choisir de manière unilatérale comme ça, il faut passer par une petite consultation, qui est l'occasion aussi de rapprocher les habitants du Val d'Ajol. Mais alors, ça ne va pas se faire demain, mais en tout cas dans l'année, on espère avoir une rue au nom des Goumiers ou une place au nom du Petit Maroc, on verra bien. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je tiens à remercier l'équipe qui a fait ce travail formidable et monsieur le consul qui nous a permis de replonger dans notre histoire. Alors moi j'ai quelques remarques et peut-être qui seront sous forme de questions. Ce travail, vous l'avez fait, donc le monsieur m'a dit tout à l'heure, il était parti sur un autre sujet, puis après ça a été redéfini donc autrement. Donc ça nous touche vraiment. On remercie la femme qui a témoigné qui est ici présente. Donc moi je considère ça comme d'abord ça nous permet de connaître et de reconnaître notre mémoire, et puis de pouvoir la transmettre, cette mémoire, et puis valoriser un territoire comme le Petit Maroc, le Val d'Ajol. Moi, ça m'arrive souvent d'aller, dans le cadre de mes missions, vers le Haut-Doubs,
chaque fois je traverse la cité du Maroc, qui est sur la route de Pontarlier. Mais pas plus. On ne s'est jamais arrêté pour savoir pourquoi ça porte ce nom. Là maintenant, on sait pourquoi le général Guillaume a choisi ce nom à ce Val d'Ajol. Et puis ça nous permet, nous, donc d'aller plus loin. C'est notre devoir pour un petit peu comprendre le rôle de ces gouniers. Mon voisin à côté, il a dit c'est un très bon travail, mais les concernés ne savent pas. Les concernés qui sont les petits-enfants des Marocains qui sont venus. D'ailleurs, le 24, le 20, je pense qu'on est presque à un anniversaire, parce que madame a dit que c'était le 20 octobre, on est presque à une semaine près. Donc monsieur le consul, je pense malgré lui, a choisi une très bonne date pour célébrer tout ça. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer ce rendez-vous comme un départ? Vous savez, le président Sarkozy était presque obligé à rendre hommage aux tirailleurs et aux goumiers et aux autres combattants africains suite à un film qui était indigène. Vous avez un petit film au niveau local, je parlais de valoriser un territoire. Donc du coup, vous avez lancé, maintenant la balle est dans le camp peut-être des représentants du Maroc qui sont les consuls. Monsieur Kelsey fait énormément de travail. C'est la 3e fois que je suis invité, c'est la 3e fois que je suis enchanté. Est-ce que ce ne serait pas peut-être un début de quelque chose? Madame la mairesse a accepté, a joué le jeu, a répondu à votre demande, mais la peur qu'on a, c'est est-ce que ce travail-là est lié aux politiques qui sont en place? Quand on voit les élections françaises, on voit 60% de personnes qui veulent effacer cette mémoire. Des personnes qui sont des ignorants, des incultes, malgré qu'ils ont un niveau culturel ou pas, mais ça ne nous enchante pas, nous. Ils ont une mémoire courte. Ils veulent forcer cette mémoire courte. Pour quelle raison? On ne sait pas. Mais est-ce que ce travail qui est respectueux, qui est vraiment, qui fait vraiment, moi personnellement, je suis très très honoré et je suis très très touché. Mais est-ce que ce travail, est-ce qu'il y a moyen de l'ancrer, de le pérenniser? Mais qui va prendre ce relais? Voilà, c'était ma question. Merci. Du coup, je me permets de répondre de manière collective. Anthony, si je permets juste ma partie, je te donne. Parce que je suis interpellé. Hein. Donc, merci Sinordine. Oui, effectivement, le début n'était pas aujourd'hui. On avait déjà organisé un échange et un film le mois de mai. Donc, c'est une continuité. C'est vrai que, comme tu peux constater, Jamel Saïd, qui est une compétence marocaine passionnée, c'est lui vraiment l'initiateur. On essaie donc de faire avancer des choses, et notamment, je peux déjà annoncer qu'on essaye d'organiser un voyage culturel pour ces jeunes-là qui ont participé à cette production sur les traces des goumiers au Maroc. Donc on essaie déjà de lancer des contacts avec... Point de départ. Oui, donc Atlas ou Tafouret particulièrement. Et je suis déjà en contact avec les maires de ces deux villes pour essayer de lancer et faire le lien pour justement sauvegarder cette mémoire. Et on est toujours vraiment ouvert à toute idée de votre part, sachant que dans le cadre des discussions des groupes, notamment le groupe recherche, il y a le professeur Khalid qui a déjà, Zaouli qui est de Mulhouse, il a déjà fait une très très bonne proposition. C'est juste essayer de voir, de réaliser ou préciser une journée pour rendre hommage à ces goumiers. Cette journée qui peut normalement impliquer toute la diaspora, qui peut être intéressée, avec les amis français bien sûr. Essayez déjà, si on arrive à réaliser ces deux choses vers le Maroc et la journée, déjà on aurait très avancé. Par exemple, vraiment... si les consuls font de ce devoir de mémoire un rendez-vous fixe dans l'agenda. Jamel, il voudrait donc essayer déjà
de réaliser donc le même parcours qu'on fait ici, déjà pour passer à la Corse, aussi là où il y a des traces de gommiers, et aussi à Marseille. Donc on essaye aussi justement de coordonner avec nos deux consuls pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet. Donc je donne la parole à Anthony pour qu'il réponde sur ça. Merci. Merci. Donc je voulais répondre également à dire qu'on a remarqué dès la première collection que le film avait un impact sur son territoire. Et le but de la résidence à la base, c'était effectivement de faire un projet qui puisse un peu réveiller un territoire et mettre quelque chose en valeur qui n'était pas. Et donc pour le coup, ça c'est réussi. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'un film, l'histoire ne doit pas s'arrêter là. Oui. Même si à la base, ma mission entre guillemets à moi, c'était de faire ça, c'est fait. Mais je suis là aujourd'hui pour accompagner, valoriser. Transmettre aussi, hein, il y a toute cette question de la transmission, c'est pour ça que je suis content que les jeunes aient fait le déplacement du Val d'Ajol pour qu'ils puissent aussi prendre conscience un peu du poids qu'il y a sur de ce qu'il y a sur leurs épaules maintenant, parce que c'est à eux aussi d'être acteurs là-dedans, et j'espère qu'ils prendront ça à bras le corps pour qu'ensuite il y ait de la transmission continue. Et j'ajoute qu'en termes de promotion de cette histoire et de continuité de ce projet, on est en discussion justement pour pouvoir faire une suite qui prendrait cette fois-ci place sur le territoire de Cornimont, etc. Donc avec Monsieur Sage encore une fois, puisqu'on a eu la chance qu'il est maintenant principal dans ce territoire, et ça permettrait de faire une espèce de suite en fait dans l'histoire des goumiers dans les Vosges, et je pense que ça pourrait mener à des très belles choses, impliquer des nouveaux élèves, impliquer des nouveaux acteurs culturels et institutionnels dans ce projet pour que la machine grossisse petit à petit, et que ce soit en liaison avec effectivement toutes les initiatives associatives qui sont déjà en place, et que tout ça puisse faire un espèce de gros bloc pour qu'en plus que les gens ne puissent plus passer à côté de cette histoire, quoi. Et il faut faire bloc pour tout. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire bloc face à tout. Et les initiatives culturelles et artistiques doivent être des moteurs pour ça, quoi. Voilà. Bonjour, je suis Jean Pillery, le directeur de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin. Je voudrais répondre un peu à cette notion de l'oubli. L'une de mes missions, c'est la mémoire. Et je peux vous dire que nos frères d'armes, qui sont venus de l'étranger pour combattre durant la Deuxième Guerre, ne sont pas des oubliés. À ce titre, nous travaillons sur cette mémoire. Nous avons des expositions, nous travaillons avec l'Éducation nationale. Nous travaillons sur toutes les guerres, notamment sur cette Deuxième Guerre, où ces gens qui sont venus nous accompagner pour libérer notre pays sont très importants. Pour preuve, nous avons des nécropoles, et vous trouverez dans ces nécropoles le nom de ces soldats qui sont venus de l'étranger. Vous irez au Maroc, nous avons les nécropoles au Maroc, où les noms de ces soldats font partie de ces nécropoles. Donc nous travaillons toujours pour ces anciens, et pour preuve, une des volontés du président Macron, en collaboration avec la direction du patrimoine et de la mémoire, c'était de donner un nom de rue dans chaque ville, un nom de rue d'un ancien combattant étranger qui serait mort pour la France. Et ça, c'était une volonté de notre président. Donc, je vous rassure, je dirais, l'histoire de nos frères d'armes étrangers ne sont pas tombés dans l'oubli. Et je ne pense pas qu'on les oubliera. Bonjour à tous, David Sage, principal du collège Hubert Curien, Cornimont, ex-principal du collège Florodé Rival à Plombières-Val d'Ajol. Donc, pour répondre quand même à votre interrogation, qui était sur notamment les calculs politiques, je crois qu'il n'y en a pas. C'est un beau projet qui a été lancé de manière tout à fait désintéressée avec la DRAC. C'est un projet qui a eu une histoire un peu spécifique, puisque dans un premier temps, donc avec Marianne Duru, nous sommes partis sur un témoignage plutôt, on va dire, lié à la Deuxième Guerre mondiale et notamment au phénomène de résistance. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que finalement, il y avait quand même une vraie histoire locale avec ces goumiers marocains qui étaient en repos sur Val d'Ajol. Alors par le fait de l'histoire ou du hasard ou
ou des choses comme ça, et des petites choses de la vie. J'ai été nommé depuis 7 ans sur le collège Hubert Curien à Cornillon. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, dans un premier temps, j'étais sur la base arrière des Gommiers, sur la zone de repos, et finalement, le hasard des mutations m'a conduit sur la zone avant, ce qui est quand même assez extraordinaire. Tout ça pour dire que, on a discuté avec M. Racino, qu'une suite peut être donnée qui puisse amalgamer bien évidemment le Val d'Ajol, un Plombières Val d'Ajol, le collège Flore des Rivales, mais qui puisse également se poursuivre à Cornimont, et avec les élèves de Cornimont qui pourraient également investir le projet et puis donner une suite à cette histoire, parce que finalement on est parti sur la base arrière. Il faudrait maintenant effectivement remonter sur l'avant. On a vu des nécropoles, on a vu des plaques commémoratives. Quand on regarde les panneaux indicateurs, c'est à 5 km de Cornimont. Donc il y a un vrai fil conducteur à tirer. Bien évidemment, tout ça ne peut fonctionner qu'avec des financements. On a commencé à regarder avec le rectorat la possibilité de financer une poursuite de cette résidence. Le problème, c'est que les résidences sont déjà lancées, ce qui veut donc dire que techniquement, on est en retard par rapport au projet qui aurait dû être déposé bien plus tôt, mais comme je le disais, j'ai été nommé seulement en septembre sur Cornimont. Ce qui veut donc dire qu'actuellement, nous sommes à la recherche de financement pour donner une suite à ce projet. Voilà. Je tiens quand même à remercier les élèves qui sont quand même bien investis dans le projet. Ce que je trouve très sympathique, c'est de me dire qu'il y a quelques mois, on était dans une salle de classe, qu'on parlait du projet, qu'on en a discuté longuement, qu'il y a eu un travail de fond qui était formulé, et puis de voir qu'au final, ça s'est traduit par une belle vidéo qui a amalgamé également la commune du Val d'Ajol, qui a amalgamé également des enseignants qui se sont investis également sur le projet, des assistants d'éducation, des services civiques. Ça veut donc dire qu'il y a eu un effet boule de neige sur ce projet. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut lui donner une suite, il faut poursuivre dans ce sens, et je pense qu'effectivement, que ce soit au niveau du Val d'Ajol, la constitution, en tout cas la nomination d'une rue ou d'une place au nom des Goumiers, je pense qu'effectivement c'est un point de départ, mais il y a d'autres suites à donner et de belles choses à faire. Voilà, merci à vous. Et merci à monsieur le consul. Je peux compléter un petit peu la suite ? Merci David pour ce bel exposé de l'histoire du film en tout cas. Moi je l'ai découvert donc à Plombières-les-Bains, ce film, à la première projection, et j'ai découvert donc la question à la fin de la nomination de la rue. Et c'est vrai que tout de suite il y avait ma collègue de Plombières-les-Bains, la maire de Plombières-les-Bains qui était à côté de moi, elle me dit écoute là t'as plus le choix, il faut absolument lancer un jumelage avec le Maroc. Et donc cette histoire de jumelage a été lancée aussi à Plombières-les-Bains. Et aujourd'hui, donc, dans la suite de ce que disait monsieur le consul tout à l'heure, c'est que nous sommes effectivement sérieusement en train de discuter d'un échange avec une ville au Maroc qui pourrait donner suite à des échanges, non seulement au niveau des adultes, parce qu'on pense souvent au niveau des adultes, mais en particulier au niveau des jeunes, et les jeunes qui ont Hugo et toute la bande, je dirais, qui ont réalisé ce film avec Entrain, et il paraîtrait tout à fait normal de monter un projet pour relier ces mémoires entre les jeunes Marocains et les jeunes Ajolais aujourd'hui. Voilà. Juste une question au niveau artistique. On est dans le choix des... Pardon. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je profite que j'ai le micro à proximité. Sur les choix des images, on est purement dans le côté artistique. Je ne sais pas si vous avez vu le film, je pense que monsieur le principal avait vu le film Adama, qui était un film scolaire sur les tirailleurs sénégalais. C'est un très bon film sur la bataille de Verdun, sur un jeune adolescent. Monsieur a parlé des ados. Et c'était un film très touchant de Simon Roby.
c'est un rapatrié sénégalais aux États-Unis qui a fait un très bon film sur les tirailleurs sénégalais. Mais sur le film, on parle ni du Sénégal, ni du Congo, ni d'aucun pays africain. Mais on reconnaît que c'était les tirailleurs qui étaient enrôlés, ceux qui sont partis par eux-mêmes, ceux qui étaient forcés par le général, les bateaux qui portaient son nom, je ne me rappelle plus. Et puis il y avait beaucoup d'adolescents qui sont partis pour améliorer leur situation, comme ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Par contre, à l'inverse du film de Adama, dans votre court-métrage, vous avez commencé par un début paisible de Val d'Ajol, c'est-à-dire le résultat. Donc, le résultat de cette résistance, de ce combat des gommiers, bien sûr, en compagnie des autres résistants d'autres nationalités. Et en plus, il y a cette richesse que le témoin principal de ce film, c'est d'origine italienne apparemment, c'est ça? Donc il y a encore une autre richesse à porter. Sur le témoignage du général de la Totatessini, sur la lettre qui était envoyée au général Guillaume, on parlait beaucoup d'Italie. Donc sur les choix artistiques, on est vraiment dans un contexte paisible, pas de photo violente. C'était voulu, étudié. Quel est votre message là-dessus? Voilà, c'était ma question. Alors, l'objectif du film, enfin, un de mes objectifs, c'est vraiment de ne pas faire trop appel à des images d'archives et de filmer faire un film qui se passe au présent. Et les premières images du film sont très paisibles, tout simplement parce que c'est un peu l'état d'esprit quand on est au Val d'Ajol. Hein. C'est un endroit où vraiment on a l'impression d'être apaisé quand on y est. Donc il y avait ça qui reprenait un peu directement le pouls en fait du lieu. Et en fait, d'un point de vue artistique, le premier plan du film sur la petite rivière, en fait, on remonte le fil le cours d'eau et le fil de l'histoire pour venir la réécrire justement. Ce plan, il sert à ça justement, à revenir un peu en arrière et ne pas forcément que prendre les choses dans Parce que la caméra est partie au contresens de l'eau. À contresens, oui, effectivement, pour avoir un regard sur l'histoire qui est un peu différent et pour remonter un peu l'histoire et voir un peu ce qui reste à faire, quoi. Ce plan sert à ça, c'est une espèce d'amorce pour ce mouvement un peu rétrospectif qu'il y a dans le film, quoi. Après, c'est vrai que c'est une histoire, bon, c'est pas du tout le contexte qui fait qu'on le fasse en colère, mais c'est une histoire, je trouve, qui c'est bien quand on la raconte en étant aussi apaisé avec des anecdotes aussi de Marianne. On aurait pu en mettre énormément, mais du quotidien qu'elle a vécu en étant elle un enfant avec les goumiers, c'est des choses qui sont positives, pleines d'entrain. Et je pense que vraiment l'une des particularités du Val d'Ajol, d'un point de vue historique et d'un point de vue de l'histoire des goumiers, c'est qu'on est face à une histoire de la solidarité. C'est pas une histoire de guerre, il n'y a pas eu de combat dans cette ville, il n'y a rien eu de particulier pendant toute la guerre, il n'y a pas eu de violence dans la ville. On aurait pu chercher des traces sur les murs, etc. Il n'y en a pas. L'histoire, c'est vraiment une histoire de personnes qui ont rencontré d'autres personnes et comment un tout petit village des Vosges accueille des gens qui finalement viennent de différents continents, en particulier d'Afrique. Mais je pense aussi évidemment aux soldats américains qui ont traversé le village quelques semaines avant, quoi. Oui. Pour donner suite à votre projet, au Maroc, nous avons un service des anciens combattants. Donc, mon collègue travaille également sur la mémoire. Et nous avons donc aussi un service d'anciens combattants dans notre région. Et donc, on peut être partenaire pour donner une continuité à cette mission. Et entre guillemets, je ne maîtrise pas toutes les finances, participer, je dirais, financièrement en partie, je dirais, à la suite de ce projet. Mais à la condition, par exemple, je vous permets d'intervenir, parce que je travaille aussi à l'ONAC, c'est à la condition d'un partenariat actif en fait entre l'ONAC et le collège ou l'institution, puisque nous, on ne finance pas,
on ne verse pas de subvention directe. Le ministère des Armées, via la direction du patrimoine, la mémoire des archives, peut le faire. Ici, vous travaillez avec l'ONAC. Donc, l'ONAC, c'est une administration publique dans l'État. Nous sommes rattachés au ministère des Armées. Et si on établit ensemble un partenariat, on peut être amené à financer une partie du projet. Voilà, donc il faudrait qu'on échange à ce sujet et voir comment on pourrait travailler ensemble. Donc ça pourrait être au niveau de Strasbourg, ça pourrait être au niveau du service des Vosges. On peut voir sur un partenariat multi-service en fait. À définir. Voilà. Tous les services concernés par la remontée de l'avancée des troupes. Oui, tout à fait. D'autant que c'est vrai que là, si la suite se fait, on est à Cornimont. Et ensuite, une fois qu'on passe à la crête des Vosges, l'histoire est encore différente. Il s'agit de venir libérer l'Alsace, d'où fait que la nécropole se trouve en Alsace, alors que voilà, les Goumiers sont passés. Voilà. Donc c'est une histoire qui est très longue, effectivement. Et il faut y associer le plus de territoires possible. Mais en tout cas, je serais ravi d'être actif avec grand plaisir. Alors, une petite question de terminologie. Je connaissais le mot de Goumier, mais alors on a prononcé le mot de Tabor. Quelle est la différence entre les deux? Alors, si je ne me trompe pas, je ne suis pas le plus en spécialiste, c'est d'abord c'est les régiments, c'est ça, c'est le Marianne. Un régiment, c'est un groupement de tabors. Voilà, et un tabor, c'est une compagnie. C'est comme une compagnie dans l'armée française, sauf que voilà, la dénomination. Qui est composée de. C'est ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou des élèves, vous avez quelque chose à dire ou votre opinion, Hugo, tu as quelque chose à dire? Non. Il y a encore. Ouais. Cheikh Chokri, président de la mosquée de Lamberceau, je m'associe aux remerciements qui ont été dressés à toute l'équipe. Bravo, vous avez fait un bon début, j'espère, parce qu'il y a un long chemin. Simplement, peut-être je m'adresse à monsieur le consul. Moi, j'ai un voisin d'un ancien combattant. Comme j'entends les anciens combattants, etc., est-ce que vous avez, enfin, peut-être vous avez la possibilité maintenant de penser aux familles de ces Goumiers, un ancien combattant qui était mon voisin à Zéla, il est décédé il y a 3-4 ans. Son fils, ses enfants, ils ont écrit plusieurs courriers. C'est un classeur, mais c'est toujours sans réponse. Je pense qu'ils ont un minimum de droits, un minimum de reconnaissance. Ça serait bien de... moi, je rentrais de Strasbourg d'ici en vacances, mais je n'avais pas de réponse à leur questionnement. Enfin, je pense... j'ai rencontré quand même une fois une personne ici, en Alsace, à Strasbourg. Il est venu du Maroc, justement. C'est une personne âgée qui est venue rendre visite à son père, qui était enterré vers Aglo, mais avec un minimum de dépenses. Ça veut dire que le billet de train, peut-être le billet de bateau, et le minimum, vraiment le minimum, à Strasbourg, il a fallu qu'on cherche quelqu'un pour l'emmener à Aglo. Donc je pense que quand même ça serait génial de faire un geste aux familles de ces personnes-là qui ont donné leur vie à la France et à l'image du Maroc. Merci. En tant que directeur de l'ONAC, l'une de mes autres missions est la solidarité. Donc les anciens combattants sont identifiés, du moins ceux qui habitent le Bas-Rhin, parce que je suis chargé du Bas-Rhin. Dans tous les départements de France et de Navarre, nous avons donc un service des anciens combattants. Nous sommes 105 directeurs. Chaque directeur s'occupe donc de ces anciens combattants dans son département. Nous les suivons. Et donc, pour tout vous dire,
quand ils sont vivants naturellement, s'ils ont besoin d'un accompagnement financier, d'un accompagnement administratif, nous sommes là pour les servir. Dans mon service, j'ai un assistant social qui travaille pour tous les anciens combattants de mon département. J'ai un agent de solidarité, nous sommes 8 en tous, et nous travaillons pour les anciens combattants. À savoir que, bon, quand un ancien combattant vient à décéder, nous nous occupons également de la veuve. Et la veuve est une ressortissante de l'ONAC, c'est-à-dire qu'elle bénéficie pleinement de notre mission de solidarité. En ce qui concerne les enfants, c'est un autre domaine. Les enfants ne sont pas considérés comme ressortissants de l'ONAC, c'est un autre chapitre. Ils n'ont pas combattu pour la France, ils n'ont pas voilà, participé à la vie de cet ancien combattant dans la mesure où c'est l'épouse qui prend la relève, comme dans tous les droits qui existent dans ce monde. Par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que quand un ancien combattant est enterré en France, parce qu'il est mort pour la France, les enfants qui habitent à l'étranger ont un droit de ce qu'on appelle le pèlerinage. Le pèlerinage est pris en compte par le service des anciens combattants, c'est-à-dire financièrement, normalement, pour venir se recueillir sur la tombe de son père ou de son frère également, et ben, l'ONAC prend en charge ce film jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, il y a peut-être des frais qui ne sont pas pris en charge, mais normalement, le voyage ne devrait pas lui coûter. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails des finances parce que bon. Voilà. Et si vous avez une quelconque question concernant le monde du combattant et que vous habitez le Bas-Rhin, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. Je suis prêt à vous répondre à toutes les questions. Voilà. Voilà. C'est un Alsacien, ce combattant, cet ancien combattant, notre voisin à Azira au Maroc, c'est vraiment un Alsacien. Il connaît les villages, les patelins mieux que nous. Moi, j'ai vécu ici plus de 50 ans. Je vous assure, je ne sais pas depuis combien de temps il a quitté la France, mais il connaît même les petites ruelles. Hein, donc, mais il est décédé. Moi, j'aimerais juste faire une proposition à Hugo et à l'équipe du film, si ça vous intéresse. Je suis aussi co-responsable d'une association qui s'appelle Mistral Est, dont Mohamed, à côté de moi, est le directeur. On travaille sur le milieu artistique, mais on travaille beaucoup sur la transmission. Et le Petit Maroc, il y a beaucoup de Petits Maroc à Strasbourg. C'est lié à l'immigration, c'est lié à l'histoire de la ville, c'est lié à la composition de la population. Donc, si vous le souhaitez, on peut éventuellement organiser une rencontre avec des jeunes franco-marocains dans un quartier de Strasbourg. Nous, on a notre implantation historique dans le quartier de l'Elzo, ou à la Villa Ilkirch-Gravenstaden. Donc on pourrait éventuellement organiser une projection et puis un débat avec d'autres jeunes de votre âge pour vous interpeller mutuellement, leur expliquer votre démarche et peut-être voir comment est-ce qu'eux réagiraient à ces images avec des yeux de jeunes de la même génération que vous. Donc c'est une invitation qui est ouverte. De mon propre point de vue, je trouve ça très intéressant de confronter les différentes cultures de jeunes qui sont du même pays et qui partagent une histoire sans forcément la prendre du même goût. Mais je pense que aussi. Très bien. Sur la même. Donc d'abord je fais juste un commentaire sur l'intervention de monsieur. C'est-à-dire que le mieux serait peut-être de communiquer vos coordonnées à ces services, le consulat, des services qui sont interpellés par ces anciens combattants pour qu'ils puissent un peu profiter ou bénéficier, parce que c'est un droit. Donc sur le même principe que le président de l'association, moi aussi je suis président d'une association que j'ai choisi comme nom avec mes collègues, La Bonne Terre France sur Belfort. Et je serai prêt à travailler sur ce sujet. À Belfort, que vous connaissez, c'est une ville aussi, c'est une cité de 700 ans qui a connu énormément de périodes de guerre, depuis les Prussiens jusqu'à aujourd'hui avec la résistance au XXe siècle. Et puis j'ai une proposition, une idée, pourquoi pas sur la continuité de votre travail avec monsieur le principal et madame la maire, de choisir des points de chute. Je dis n'importe quoi, sur la lettre du général de la Tassigny, on a vu pas mal de villes. Bastia, peut-être on monte jusqu'à Marseille. Travailler avec des collègues de l'éducation nationale. Faire un travail, que ce soit un court-métrage, un petit documentaire, et puis, par la suite, aller faire donc un travail commun
et faire les projections au lieu de le faire. Parce que vous l'avez fait à Val d'Ajol. Monsieur le principal va prendre le relais pour continuer. Il est projeté ici. Je pense derrière, est-ce qu'il y a une suite, ça va être difficile de donner de pérenniser le travail. Sauf au niveau local, parce que Val d'Ajol est tenu par le devoir de la mémoire. Mais d'autres villes, je dois dire, moi je ne suis pas concerné. Par contre, il y a des villes qui sont concernées. On pourrait faire un travail en commun, et puis les élèves qui vont travailler avec les élèves de Marseille, de Bastia ou d'autres villes vont se rencontrer, faire une projection à la mairie de Marseille, à la mairie de Bastia, dans le consulat de Marseille, dans le consulat de Bastia, et ça va faire un super parcours. C'est comme le film de Les Héritiers. Vous avez vu le film des Héritiers qui était projeté, je pense, monsieur le principal, parce que c'était un film scolaire. C'était des jeunes d'une cité à Paris qui avaient cette idée d'aller raconter une histoire. Ben, on a récupéré 3 de tous ces élèves-là, de cette classe, et ils sont devenus artistes. Ils ont joué leur propre film. Et ils sont devenus artistes, mais la réalisatrice, elle a dit, écoutez, j'accepte votre proposition, mais à condition de réussir votre bac. Elle avait quand même réussi son pari. Donc pourquoi pas, est-ce que cette proposition aurait sa chance de devenir une réalité? Comme toute proposition, elle dépend beaucoup des fonds et des initiatives après qui vont être locales. Mais je pense que toutes les directions dans lesquelles ce premier projet, toutes les directions qu'il faudra prendre sont vraiment intéressantes à étudier, à mettre en place et à transmettre aussi, hein, parce que ça peut être même quelque chose qui finalement, même une idée qui peut être transmise plus qu'un travail. Donc il y a plein de choses à faire et à développer. Et puis je crois que ça peut être le point de départ de nouvelles choses aujourd'hui. On a bien conscience parce que le projet, le film donne envie de suite avec elle. Et ça peut être reproductible dans tous les endroits concernés. Tu peux? Oui. J'ai appris beaucoup de choses et surtout j'admire le travail des jeunes, ça me rajeunit un petit peu. Quand moi-même je frottais mes culottes sur les bancs de l'école et c'était bien. Je voudrais juste élever un petit peu, on a parlé des goumiers, je crois que c'est une page de l'histoire. Quand on voit l'histoire des goumiers, moi je m'y suis intéressé pour la simple raison, c'est que j'ai eu le plaisir de servir pendant quelques mois dans un régiment de tirailleurs marocains en Allemagne, à Donaueschingen, a été transformé ensuite en régiment d'infanterie mécanisée. J'ai gardé un excellent souvenir, mais quand on voit l'histoire des goumiers, il n'y a pas eu qu'au Val d'Ajol, Madame la maire. Il y a eu des goumiers partout. Il y en a eu en Italie, à Monte Cassino, il y en a eu à Dien Bien Phu, il y en a qui ont fait la marche de la mort avec les Viettes. Hein. Ce sont des gens qu'il ne faut pas oublier. On leur doit une certaine reconnaissance, c'est sûr. Donc, si un jour on vous intéresse à l'histoire des goumiers, il y a de la matière, il y a de la matière. Il y a des livres là-dessus, il y a des exploits, il y a des autobiographies, il y a des biographies, il y a tout. Donc, c'est un domaine qui est très intéressant, au même titre que les tirailleurs tonkinois, que les Marocains, que les Tunisiens ou que les Laotiens. Donc, c'est toutes les troupes de l'ancien empire colonial qui est venu donner un coup de main à la France pour être libérée. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale a l'avantage, notamment pour la dernière, pour ma génération, mais la leur aussi, d'avoir, comme elle est très documentée et qu'elle est très enseignée, du coup ça permet d'avoir un cadre qui est beaucoup plus clair pour eux que les guerres qui ont suivi. Et je souhaite aux guerres qui ont suivi d'être aussi bien comprises lorsque le moment sera venu. Mais c'est vrai que ça permet d'ancrer les choses. Et je crois que ce qui est très important, c'est quand même qu'aujourd'hui, les jeunes, le mot goumier, la vérité, c'est qu'ils ne le connaissaient pas avant de faire le film, alors qu'ils habitent au Val d'Ajol. Maintenant, je pense qu'ils ne l'oublieront jamais. Et charge à eux ensuite, dans les différents projets qui vont venir dans leur vie, ou des visites, ou des rencontres, ou je ne sais quoi, de l'actualiser par rapport à tous les moments de l'histoire où les gommiers ont été sollicités. Quoi. Et ça, en n'importe quel lieu, en n'importe quel moment. Alors, quand vous descendrez l'escalier, il y a une grande pancarte en bois assez vieillotte, on voit à peine encore l'inscription. C'est une pancarte authentique qui était sur un des chemins des goumiers quand ils libéraient l'Alsace. Il y a marqué, je crois, vers Colmar ou quelque chose comme ça. C'est bien. Vous l'avez récupéré où, ça?
Ah, c'est au niveau du consulat. Tant mieux, gardez-le précieusement. Non, c'est le monsieur Jamel Saïd, il est apparu dans le film à un certain moment. C'est lui qui est derrière dans l'exposition. C'est très bien. Je vais lui poser la question. D'accord. D'ailleurs, il s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Il était en plus pour des raisons professionnelles. Mais Jamal est très investi dans cette histoire. Je vais prendre le micro pour conclure alors, s'il n'y a plus de questions. Et je vous remercie vraiment pour votre intérêt. Et j'espère vraiment qu'on va réussir à mettre des nouvelles choses en place, de faire progresser ce projet, mais je crois que le mot projet n'est pas bon en fait, faire progresser cette histoire finalement, pour qu'elle soit connue et reconnue d'un maximum de personnes, que ce soit des jeunes d'origine locale, si on peut dire ça comme ça, ou des jeunes d'origine marocaine qui ont aussi besoin parfois de reconnaître un peu leurs racines et de les actualiser sur un territoire qui est le leur aussi. Je pense que c'était un des objectifs aussi de cette résidence à la base, c'était de se dire que la guerre mondiale, elle concerne tout le monde, tous les peuples, elle concerne toutes les familles, et finalement des familles qui peuvent venir d'autres horizons, d'autres continents, des élèves peuvent retrouver dans leur ville des traces de cette même histoire, quoi. Et cette mise en relation, je pense qu'elle est essentielle. Moi, j'y crois depuis que j'étais collégien, en fait, en me disant que c'est pas normal de ne pas connaître l'histoire de ce qui s'est passé dans ces rues, qu'on habite un village, une ville ou je ne sais quoi. Et le but, c'est vraiment de mettre en relation les choses, de montrer que ce qui se passait devant sa porte il y a 80 ans, ça a pu avoir une incidence, une résonance plus généralisée, voire mondiale, quoi. Que tout s'inscrit dans une même histoire. Voilà, merci beaucoup encore et à tous les bonnes soirées.